Donc, d'abord, encore une fois, je répète ce que Anne vient de mentionner. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je sais qu'avec la vaccination qui bat son plein, avec la loi 31 qui est entrée en vigueur très récemment, pour tous nos collègues pharmaciens qui se sont joints à nous, merci beaucoup. Pour tout le monde qui ne sont pas pharmaciens, mais je sais que vous avez quand même la boue dans le toupette aussi de votre côté. Donc, merci vraiment, vraiment beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, on a une heure ensemble. La manière que la présentation elle est composée, c'est que j'ai à peu près 40 minutes de matériel. Je veux qu'on garde du temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions, aller plus en détail également dans certains secteurs thérapeutiques. On pense notamment à la contraception qu'on va regarder ensemble, l'insomnie, l'anxiété, la gestion du diabète, toutes des choses qui nous frappent au quotidien, avec lesquelles en fait nos patients vivent également au quotidien et qui, comme on va le voir, en fait, il y a des nouvelles options qui s'offrent à nous. Notre coffre à outils vient de s'agrandir. Donc, thérapie numérique, on va regarder c'est quoi les thérapies numériques. Ils ne sont pas tous nés égaux. En fait, égales, les thérapies. Il y a des applications qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, comme on va pouvoir le constater. Et ensuite de ça, on va vraiment plonger dans des cas concrets. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Donc, les conflits d'intérêts, d'abord et avant tout, je suis fondateur de deux entreprises. Donc, très brièvement, Question pour un pharmacien, une plateforme utilisée par environ 1500 Québécoises et Québécois tous les jours pour obtenir de l'information au sujet de leur santé. Therapix, c'est une plateforme qui se veut, depuis 2018, en fait, on s'est lancé dans la quête de la création d'un dictionnaire d'applications mobiles en santé. Des outils, nos professionnels de la santé venir outiller nos professionnels de la santé pour faire en sorte qu'ils soient en mesure d'être en confiance lorsqu'ils parlent d'outils numériques en santé avec leurs patients. On va le voir dans quelques instants. Et aussi à viseur clinique là, dans une organisation de soins aux États-Unis, la Digital Therapeutic Alliance. Les objectifs, situer les thérapies numériques et les autres catégories d'outils numériques en santé dans l'arsenal thérapeutique du professionnel de la santé, je l'ai mentionné tout à l'heure, se familiariser avec les bibliothèques d'applications en santé. Il y en a un vaste choix. En 2018, quand on s'était lancé dans cette quête-là, il n'y en avait presque pas. Il y en a beaucoup plus maintenant. On va voir même qu'il y a des applications qui sont remboursées par le secteur public dans certaines juridictions. On revient dans quelques instants. Identifier quand et comment recommander un outil numérique en santé à un patient. Bien entendu, on ne peut pas aller trop dans le détail de toutes les situations potentielles que vous rencontrez dans votre quotidien de clinicien, mais on va quand même voir qu'est-ce qu'on doit considérer avant de recommander une application à un patient, de recommander un outil, pardon, à un patient. Donc, pourquoi on parle de ça en ce moment? Bien, ça, c'était il y a quelques jours. Une application qui est la deuxième, en fait, qui peut maintenant être vendue aux États-Unis comme étant une contraception numérique. Donc, une application contraceptive. J'aime beaucoup commencer cet exemple-là parce que ça frappe l'imaginaire. Les gens font comme OK, on parle de ça. Effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'applications qui reprennent un concept qu'on nous, on appelait jadis une mesure non pharmacologique et en ajoutant une couche de technologie à l'intérieur, la rendre beaucoup plus efficace. Et bien entendu, il y a des études qui sous-tendent cette efficacité-là. Donc, on va revenir à clou tout à l'heure. Il y a une autre application qui s'appelle Natural Cycle. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, sauf mention contraire, c'est disponible ici au Québec pour nos patients. Okay? On ne parlera pas, souvent il y a des conférenciers qui parlent de technologie, puis ils parlent de quelque chose qui se passe en Nouvelle-Zélande en 2026. Non, on va parler vraiment des choses qui sont concrètes pour maintenant, pour vos patients et qui peuvent donc être mobilisés par vous pour offrir des alternatives à vos patients. Somris, une application qui se veut pour les symptômes de la dépression, mais aussi de l'insomnie. Donc, c'est intéressant parce que c'est la première application pour laquelle on a eu une monographie, vraiment une très belle monographie, donc exactement comme un médicament, puis vous allez me voir faire beaucoup de parallèles ce soir entre le médicament et les thérapies numériques. Somris, chose intéressante aussi, il y a une contre-indication. Comme nos médicaments, les patients qui avaient des problèmes épileptiques ne pouvaient pas utiliser Somris. Donc, vraiment quelque chose qui est très similaire dans le modus operandi de ces entreprises-là qui développent des applications. On voit des beaux parallèles avec un pipeline, des études de phase 1, 2, 3, vraiment là, exactement comme les molécules avec lesquelles on travaille à tous les jours. Verily, je ne sais pas si vous saviez, mais Verily, c'est une division de Google et Google et Verily ont développé plusieurs outils numériques en santé, notamment celui que je vous montre ici à l'écran pour Mireille.
Mireille, c'est un outil qui permet à nos patients dépressifs d'avoir sous la main, en fait, des techniques, des aides qui peuvent être ajoutées à un antidépresseur pour la rendre plus efficace. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une approche qu'on appelle dans le jargon le drug plus. Donc, on ajoute un app à un médicament pour le potentialiser. Et vraiment, ça, c'est une étude qui est en cours en ce moment. Vous pouvez vous enrôler. Il y a des enrôlements aussi au Canada pour nos patients. Donc, si vous avez des patients qui pourraient être intéressés, sachez que ça existe. Attune, ça, c'est super intéressant. Pourquoi je vous le montre? Puis je fais juste défiler des exemples comme ça pour que tu puisses saisir l'imaginaire en vous. C'est une thérapie numérique qui se veut pour la dépression et l'anxiété, mais liée au cancer. Donc, comme vous pouvez voir, nous, on a l'habitude, un antidépresseur, c'est un antidépresseur. Hein? On prescrit ça en fonction de notre PHQ-9. OK, dépression majeure, let's go, on y va. Non, les outils numériques en santé nous permettent d'avoir un niveau de personnalisation qui est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que la patiente qui souffre d'un cancer va être dans un épisode de vie qui est complètement différent de cette jeune femme qui a été refusée à l'université, par exemple, et qui malheureusement tombe en dépression parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut faire dans la vie. Donc, vraiment deux parcours différents, de réalités différentes, et les applications vont vraiment venir cibler des niches qu'on appelle des niches thérapeutiques très, très, très précises pour s'assurer d'avoir une très haute efficacité dans cette niche bien particulière. Vorvida, super intéressant aussi, une thérapie pour la cessation de la consommation d'alcool. Donc, une étude hyper bien faite. C'est une entreprise qui s'appelle Orexo, qui nous vient de l'Europe. Et on se rend compte que les gens qui utilisent Vorvida, en plus des traitements habituels qu'on prescrit là, chez nos patients qui essaient d'arrêter de consommer d'alcool, mais va rendre le traitement beaucoup plus efficace. On parle d'environ 40% plus efficace d'abstinence complète à 6 mois. Donc, imaginez, là, c'est un app. Là. Donc, c'est un logiciel, c'est quelque chose que le patient utilise, mais c'est un soutien pour lui. C'est quelque chose qui, au quotidien, peut être utilisé par notre patient et qui vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir potentialiser notre médication. Dernier exemple, je crois, non, je pense qu'il en reste un autre après, Mahana. Donc, Mahana, c'est super intéressant. On parle d'une thérapie numérique, cette fois-ci, pour le syndrome du côlon irritable. Pourquoi je vous montre cet exemple-là? C'est que la plupart des logiciels en ce moment, sauf quelques exceptions que je viens de mentionner, vont venir s'attaquer à des besoins non comblés par nos autres options thérapeutiques, notamment les médicaments. Donc, nos patients avec des syndromes de côlon irritable, là, malheureusement, on n'a pas grand-chose à leur offrir. Hein. Souvent, on fait, c'est une gestion de stress. Souvent, il faudrait qu'on diminue l'anxiété. Il y a toujours un axe là, entre le cerveau, entre le système nerveux et notre système digestif. On le sait, mais on a de la difficulté à venir le saisir et surtout à venir avoir un effet sur cet axe-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des applications vont venir cibler justement des conditions de santé pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'options. Et comme dans celui-ci, mais ils vont venir aller chercher une accréditation qui nous provient de la FDA, qui nous provient de l'Union européenne pour dire, OK, moi, je suis un traitement valide, j'ai une étude randomisée, contrôlée, parfois à double insu avec groupe contrôle, et je suis capable de faire en sorte de prouver en fait que les patients qui vont utiliser mon logiciel vont pouvoir en tirer un bénéfice très important et avec remboursement parfois. On y revient dans quelques petites minutes. Dernier exemple, la cessation tabagique. CureApp, c'est un logiciel qui n'est pas disponible au Canada, je l'ai mentionné. CureApp, c'est disponible aux États-Unis, c'est disponible en Asie également. Et ce qui est intéressant de CureApp, c'est que récemment, ont été remboursés par le système public du Japon. Donc, au même titre que les patchs, au même titre que la varenicline, on va pouvoir prescrire CureApp à notre patient et grâce aux études qu'ils ont réalisées, sont capables de prouver que ça va être autant efficace que les autres options de traitement que je viens de mentionner. Donc, le gouvernement rembourse l'application au Japon. Puis, beaucoup plus près de chez nous, vous allez voir, il y a des belles exemples comme celle-là. Donc, moi, je pourrais parler de ça pendant 3 heures. Je vais vous le dire tout de suite, là, on ne peut pas faire ça ce soir, malheureusement. Je sais que vous avez tous autre chose après, il m'a compris. Donc, l'objectif, c'est de vous parler du nanoprogramme pendant 1 seconde. Le nanoprogramme, ce qu'on va parler ensemble ce soir, c'est une partie du module 3. Dans le module 3 du nanoprogramme, qui a 7 modules, on va vraiment
Dans le nanoprogramme, en général, on va tout toucher à tout ce qui est technologie, ce que le professionnel de la santé doit savoir. Le module 3, on se concentre sur les thérapies numériques. On va aller dans les exemples beaucoup plus concrets également dans ce nanoprogramme-là. Ce soir, on va essayer d'y aller le plus creux possible, de creuser le plus profond possible dans chacun des exemples, mais par la contrainte de temps qu'on a, malheureusement, on ne pourra pas tout faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que le nanoprogramme existe pour ça. Donc, depuis tout à l'heure, je parle de beaucoup de mots. J'ai mentionné plusieurs expressions qui peut-être sont nouvelles pour vous. La première, c'est outils numériques en santé. C'est quoi un ONS ou un outil numérique en santé? Ce sont des logiciels que les patients utilisent dans le cadre de leur santé. Ça peut être des applications sur le téléphone, ça peut être des applications sur l'ordinateur. L'important, c'est que ce soit un logiciel destiné à notre patient. Et le logiciel peut être utilisé de façon autonome par le patient. Il n'y a pas nécessairement un lien qui se crée entre le patient et le professionnel de la santé. Ce n'est pas un logiciel de téléconsultation. Donc, les ONS peuvent être utilisés de façon autonome. Ils sont très, très, très nombreux. Au Canada, on en compte 170 000. Ils évoluent très rapidement. Il y en a environ 200 nouveaux à tous les jours qui s'ajoutent sur le marché canadien. Il y a 7 médecins sur 10 aux États-Unis, donc encore une fois, je le mentionne, qui en discutaient avec leurs patients en 2018. On n'a pas malheureusement de données canadiennes ni québécoises là-dessus. 7 médecins sur 10 en discutaient. Ce qui est intéressant, c'est qu'environ 70 de ces médecins-là, ce n'est pas eux qui initiaient la conversation. Puis peut-être que ça, c'est satisfaisant pour vous de le savoir. Là. La plupart des professionnels de santé sont tous dans le même bateau en voulant dire c'est quoi cette patente-là? On n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça à la faculté. On ne sait pas trop de quelle façon le prendre et surtout, on a peur de se tromper. Donc, par mégarde, souvent, quand on se pose des questions sur les applications, Doc, c'est-tu bon ça? Hey, est-ce que je devrais utiliser celle-là ou celle-là? Ça fait-tu avec ma santé? Et là, on se sent un peu pris entre l'arbre et l'écorce. On n'aime pas recevoir des questions comme ça. Et donc, c'est vraiment pour aller vous montrer que ce n'est pas sorcier, ce n'est pas si compliqué que ça que ce soir, on fait une conférence. Si ce n'est pas déjà arrivé, ça me surprendrait beaucoup, là, mais si ce n'est pas déjà arrivé, il risque d'avoir un patient qui, tôt ou tard, va vous poser une question comme celle-là. Pourquoi? Parce que 32 des Canadiens utilisent au moins une application en santé sur leur téléphone, et ça, c'était pré-pandémie. En 2017, déjà, ces statistiques-là, post-pandémie ou pendant la pandémie, donc j'espère qu'on est rendu proche de post-pandémie, mais mettons en ce moment, ce qu'on doit savoir, c'est que ces données-là doivent être beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'abord le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les deux paliers gouvernementaux promouvoir certains outils numériques. On a vu le mieux vivre du palier fédéral avec à l'intérieur plein d'outils, des SMS qu'on recevait à toutes les 2-3 semaines pour savoir comment ça allait. La santé mentale était tellement éprouvée dans les derniers mois que les gouvernements, en fait, ont fait plein de choses, dont la recommandation d'outils numériques en santé. Donc, fort est à parier que cette statistique-là est encore beaucoup plus grande en ce moment. En plus d'être en ajout à hauteur de 200 nouvelles applications à tous les jours, pardon, il y a un autre défi qu'on a avec les applications. C'est qu'une fois qu'elle est sur le marché, elle évolue. Donc, ça, c'est le gros changement que vous avez avec les autres options thérapeutiques qui s'offrent à vous. Par exemple, moi, je suis un pharmacien, j'ai fait de l'urgence pendant des années. Moi, la Pixaban, quand elle est sortie sur le marché là, pour éclaircir le sang de nos patients, comme on disait, là, ben, la recette n'a pas changé depuis 2011, je crois, ou 2006 qu'elle est mise sur le marché. La recette n'a pas changé d'un seul poil. Et si elle avait eu à changer, on aurait dû faire d'autres études pour encore montrer l'innocuité et l'efficacité du traitement. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne les apps. Les applications, une fois qu'elles sont sur le marché, vont évoluer. Ils vont évoluer très, très rapidement. En l'espace de 6 mois, la très grande majorité va avoir au moins une grosse mise à jour majeure. Et la plupart vont faire des mises à jour mineures environ toutes les 2 à 4 semaines pour venir corriger des bugs, ajouter certaines composantes. Donc, c'est un défi de suivre ça. Et pour ceux qui se posent la question, c'est pour ça que Santé Canada, encore aujourd'hui, n'offre très, très, très peu, pour ne pas dire aucun support pour nous situer, en fait, pour dire, OK, ça, c'est une bonne app, ça, c'est-tu pas une bonne app? Santé Canada, malheureusement, ou l'INES ou CADET dans le reste du Canada ne se prononcent pas encore sur ces questions-là. Donc, comme je l'ai dit en entrée de présentation, c'est un peu, en fait, le constat que je veux que vous ayez ce soir, c'est que votre coffre à outils vient de s'agrandir. Au début, excusez, la figure est en anglais, c'est que c'est un article que j'ai publié dans le Pharmacy Practice and Business il y a quelques semaines. Donc, au début, on avait les petites molécules. On avait notre metformine, on avait notre aspirine, on avait toutes les molécules qu'on utilise au quotidien et ça avait ses limites.
Donc, on a réussi, de par la science, de par l'innovation, à aller créer des médicaments beaucoup plus complexes. Commencer par l'insuline, à commencer par les thérapies ciblées, par exemple. Donc là, on parle de nos thérapies biologiques beaucoup plus complexes à développer. Et en ce moment, on est rendu dans une autre section de notre portefeuille de thérapie. Et là, on parle des outils numériques en santé, de l'anglais Digital Health Tools. Le but demeure le même. Le but demeure d'atteindre des issues cliniques favorables pour nos patients en ayant le moins d'impact nocif négatif sur leur santé. Donc, le but est le même, c'est juste le médium, l'intermédiaire par lequel on irait intervenir sur la santé diffère légèrement. Tout à l'heure, j'ai mentionné que tous les outils numériques en santé ne naissent pas égaux. Les outils numériques en santé, comme vous allez pouvoir voir, il y a deux choses que moi j'ai dites il y a quelques minutes. J'ai parlé de thérapie numérique et j'ai parlé d'outils numériques en santé. Il y a une très grande différence entre les deux. On va le voir ensemble. Les outils numériques en santé, ou de l'anglais DHT pour Digital Health Tools, ce sont, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu dans la définition, tout logiciel utilisé par nos patients pour leur santé. C'est vaste, 170 000 au Canada. À l'intérieur de ces 170 000-là, il y en a une sous-section, un petit groupe qu'on appelle les SAMD. SAMD, excusez mon anglais de Saint-Nazaire-d'Acton, c'est Software as a Medical Device. Software as a Medical Device, ça veut dire quoi? Ça veut dire un logiciel qui a une portée comme un instrument médical, dont le but est vraiment de venir modifier la santé de notre patient, de venir poser ou aider à venir poser un diagnostic. Donc, ça implique un certain niveau de risque pour le patient ou pour l'équipe traitante. Et en fonction du risque, Software as a Medical Device, Santé Canada va venir regarder certains SAMD. Donc, je recule de quelques secondes. On a les outils numériques en santé, on a le sous-groupe ici de SAMD. Et dans le sous-groupe, il y a 4 groupes à l'intérieur de ça. J'ai peur de vous perdre, là, mais le groupe 1, c'est celui qui a le moins de risques. Santé Canada ne regarde pas. Le groupe 2, 3 et 4, 4 étant le plus à risque pour le patient, donc un logiciel qui peut venir nous dire quelle dose d'épival prescrire à un patient en status épilepticus pédiatrique. Donc là, le risque est énorme. Là. On a un jeune patient, on risque de se tromper et d'avoir des conséquences négatives. Donc ça, c'est un risque qui est très élevé. À ce moment-là, ce serait un SAMD de niveau 4. Donc, on est à peu près à 1% de tout logiciel qui, au Canada, est commercialisé, qui va venir être regardé par Santé Canada. Et la plupart des développeurs d'outils numériques en santé, malheureusement, bien, tout ce que je viens de mentionner, ils le savent. Là. Donc, souvent, juste, ils vont venir changer les mots pour venir vendre, pour venir promouvoir leur outil. Donc, au lieu de dire aide au diagnostic de l'épilepsie, par exemple, ou du Parkinson, ils vont dire vient appuyer l'équipe traitante dans la gestion de la maladie de la Parkinson. Donc là, vous comprenez qu'ils ont réussi à se faufiler de sorte qu'ils sont très, très rares, les outils numériques en santé, qui sont régulés par Santé Canada. Et c'est exactement la même chose aux États-Unis. La FDA ne sait pas où mettre de la tête. Dans l'Union européenne, c'est exactement la même chose, de sorte que les patients sont un peu laissés pour eux-mêmes, malheureusement, ont très, très peu de façons de savoir si l'app qu'ils utilisent est bonne ou si elle est la meilleure. Et c'est la même chose pour les professionnels de la santé. Fin de la parenthèse, il y a une sous-section des SAMD, elle est petite celle-là, qui s'appelle les DTX en anglais, Digital Therapeutics, ou thérapie numérique. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure quand je faisais thérapie numérique, outils numériques en santé. Thérapie numérique, c'est les SAMD, donc les choses qui ont du risque pour nos patients, mais qui vont avoir décidé de ne pas être vendus directement aux patients. Plutôt, ils vont faire des études. Ils vont faire une étude randomisée contrôlée, un RCT, comme on est habitué de voir avec les médicaments, en amont de la commercialisation. Donc, avant d'être commercialisés, ils vont faire OK, moi, je veux aider les patients insomniaques. Moi, je m'appelle, mettons, Sleepio. C'est une application qui existe au Canada. Sleepio a une trentaine de papiers publiés dans les journaux revus par les pairs, dont plusieurs RCT. Et c'est exactement le modus operandi de Sleepio. Avant d'être commercialisé, on fait plusieurs RCT pour dire OK, si je prescris, moi, en tant que professionnel de la santé, cette application-là à un patient qui souffre d'insomnie, c'est quoi les chances qu'il soit plus insomniaque dans 6 semaines, dans 12 semaines, dans 18 semaines? Est-ce qu'après avoir terminé mon traitement, mettons, je n'utilise plus l'application, est-ce que l'effet dure ou au contraire, je suis pris avec mon application pour le reste de mes jours? Et ce qui est intéressant avec la plupart des applications qui vont venir justement aider pour l'insomnie,
c'est qu'on voit un effet qui perdure dans le temps, même après l'arrêt de l'application. Puis pour les gens qui sont avec nous ce soir, peut-être qu'il y a des gens qui ont un background en santé mentale, mais sachez que des outils comme ça, souvent, vont utiliser des techniques de psychothérapie qui sont bien prouvées, bien efficaces, mais qui vont être vraiment, on pourrait dire, cannées dans une application. Et la plus populaire, bien entendu, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Dans le cas de Sleepio, c'est un peu comme si le patient faisait une thérapie cognitivo-comportementale, mais de façon autonome à la maison. Et on voit effectivement des effets qui perdurent dans le temps, même après l'arrêt de l'outil numérique en santé. Donc, en fonction, et ça, c'est juste une autre figure pour expliquer ce que je viens de mentionner, là. En fonction du risque, on va venir augmenter dans la figure que vous voyez ici, qui nous provient de l'Angleterre. Donc, l'équivalent de l'INICE, qui s'appelle le NICE là-bas, ou presque l'équivalent de notre INICE ici au Québec, et qui dit, OK, en fonction de ce que vous allez me dire comme développeur d'application, moi, je vais regarder si c'est une application que je dois m'assurer qu'elle n'est pas dangereuse pour les patients. Et comme vous pouvez voir dans le tiers 3B, tout ce qui est mention de traiter, de faire un monitoring ou un suivi actif. Donc, je donne un feedback tout de suite à mon patient. Tu me donnes une valeur tensionnelle, je te dis trop ou trop bas. Je te donne une valeur de glycémie, tu me dis trop haut, trop bas, de sorte que le patient peut venir agir directement sur le feedback que je viens de lui fournir, calculer des doses, faire des calculs qui ont un impact direct sur les choix qu'on va faire pour un patient, c'est un risque élevé, et des outils, des logiciels qui permettent de diagnostiquer les patients, bien entendu, c'est un risque qui est élevé. Je pense notamment à cet outil développé par une entreprise aux États-Unis qui, en fonction de ce que tu vas, la vitesse à laquelle tu vas écrire avec ton téléphone, peut suivre les up and down un peu de la maladie de Parkinson chez les patients. Donc, c'est des choses comme ça qui, est-ce que j'utilise un logiciel pour venir ajuster mon lévocarbe chez mon patient? Si oui, ben là, il y a un risque. Il ne faut pas que le logiciel se soit trompé. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, des besoins non comblés, c'est vraiment la cible initiale de ces logiciels-là. Insomnie, malheureusement, encore en 2021, on prescrit des e-drugs, on prescrit des benzos à nos patients. On a malheureusement un accès anémique à la thérapie cognitivo-comportementale ou à la psychothérapie en général au Québec. Puis on n'est pas les seuls là, dans le Canada. Et donc, c'est là que les applications deviennent très, très, très intéressantes. Puis moi, au quotidien, c'est ce que je fais. Donc, des gens qui aimeraient ça aller voir un psychologue, mais il y a une liste d'attente. Bien, on peut essayer quelque chose. On va essayer. Moi, je ne peux pas prescrire un antidépresseur, je ne peux pas prescrire un anxiolytique. Puis peut-être que mon patient ne veut pas nécessairement avoir un anxiolytique. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va venir piger dans les applications qui, on sait, sont bonnes au Canada, sont sécuritaires pour nos patients, pour offrir une option, tout simplement. Et le téléphone, vous voyez ici à l'écran, très intéressant, le téléphone, c'est environ 1000 heures par année que le patient va passer devant son téléphone. C'est un peu triste, en fait, là, on va se le dire, mais en comparaison au temps passé avec l'équipe traitante, qui est environ de 20 heures, si c'est un patient qui est chanceux, là, entre vous et moi, là, donc c'est environ 50 fois plus de temps passé au téléphone. En fait, en une semaine, il va avoir passé plus de temps devant son téléphone qu'avec l'équipe traitante pendant toute l'année. Donc, c'est là qu'il est intéressant d'avoir la possibilité d'avoir le réflexe de mobiliser ce téléphone-là pour notre patient, pour venir l'outiller pendant qu'il est à la maison, entre les consultations aussi, de venir un peu prolonger l'intervention que vous faites avec votre patient quand il est face à face avec vous, pas de faire en sorte que l'intervention dure plus longtemps, parce que du temps, on n'en a pas. Mais une fois qu'il est parti, là, c'est intéressant de venir vous fournir un outil de regardez, moi, je pense que ça pourrait être bon pour vous. Essayez ça, puis revenez-moi s'il y a quoi que ce soit. C'est vraiment la formule que j'utilise, puis ça fonctionne excessivement. Donc, changement comportemental, maladies chroniques, toutes les choses que, oui, des pilules, ça fonctionne. C'est un ingrédient parmi tant d'autres dans les maladies chroniques. Mais à la base, c'est le comportement qu'il faut qu'on vienne changer. Et le comportement, ça prend du temps, ça prend des répétitions, ça prend des contacts réguliers, des contacts qu'on n'est pas en mesure, en tant que professionnel de la santé, de fournir à nos patients, dans la très grande majorité des cas du moins. Et c'est pour ça, à mon avis, que le téléphone devient très, très, très intéressant. Donc, cessation tabagique, insomnie, anxiété, dépression, c'est des exemples que je mentionne depuis tout à l'heure. Je leur mentionne Santé Canada, INES, Cadette. Si vous avez l'intention de vous tourner vers eux pour dire hey, qu'est-ce que je devrais utiliser comme professionnel, comme on fait pour les médicaments, par exemple, vous allez rester sur votre faim. Il n'y a pas grand-chose qu'on est capable de tirer de Santé Canada. L'INES et Cadette ont fait des représentations de notre côté depuis environ 2018 auprès de l'INES. Puis ça s'en vient. Il va y avoir éventuellement un endroit où est-ce qu'on va pouvoir obtenir ces informations-là, mais pour l'instant, il faut se pencher du côté des bibliothèques santé, comme je le mentionnais tout à l'heure.
Donc, on parle des ingrédients actifs et non médicinaux. Comme je vous disais, là, on utilise beaucoup le modus operandi du pharma dans les thérapies numériques. Sachez que dans les thérapies numériques, dans les logiciels, il y a des parties du logiciel qu'on sait être actives sur la condition de santé de notre patient. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait beaucoup moins que par rapport aux médicaments, c'est où est-ce qu'on trace la ligne entre un ingrédient actif et un ingrédient qui ne l'est pas. Je m'explique. Il y a une belle étude sur une application qui s'appelle Headspace. Probablement que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Headspace, ça aide pour l'anxiété, pour le stress notamment. Et il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont changé la couleur du background. Headspace, c'est orange partout dans l'application, ou presque partout, et ont décidé de mettre le fond bleu. Pour 50 des patients, ils les ont suivis pendant environ 6 semaines de mémoire. Et le problème, c'est que dans le groupe où est-ce que le fond était maintenant bleu, il y a eu une beaucoup moins grande amélioration des symptômes de l'anxiété. Et donc là, les chercheurs, il y avait environ 60 personnes par groupe, les groupes qui étaient relativement similaires. Et là, les chercheurs posent la question, OK, peut-être que la couleur du background, du fond d'écran de l'application était un ingrédient actif et qu'on ne savait pas. Donc, c'est vous dire à quel point c'est complexe pour un régulateur de dire, OK, on va se pencher sur cette application-là pour voir si elle est bonne ou pas, ou si les ingrédients actifs à l'intérieur ne sont pas délétères pour le patient, parce que cette ligne-là, elle est beaucoup moins claire dans le logiciel que dans les autres options thérapeutiques qu'on utilise au quotidien. Donc c'est ce que je voulais mentionner par cette diapositive-là. Donc, comment qu'on fait pour analyser la qualité d'une application? Donc là, je viens de bâtir pendant à peu près 25 minutes que c'est pratiquement impossible, puis c'est complexe, mais il faudrait comme une solution après tout ça. Et il y en a des solutions. En fait, des chercheurs, depuis la sortie du iPhone, probablement en 2008, ont commencé à se pencher sur OK, comment on fait pour regarder si une app en santé est bonne ou pas. Et il y a un papier qui est paru dans BMG, et ça fait environ 2 semaines. C'est super récent, c'est tout chaud encore. Et on est rendu à 70 méthodologies d'évaluation différentes. C'est énorme. Et bien entendu, il y a des grandes lignes qui se ressemblent dans chacune ou dans la plupart des méthodes d'évaluation-là. Mais c'est dire à quel point c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens et qui mobilise beaucoup, beaucoup de chercheurs. Dans les 70, on ne les regardera pas toutes ce soir, mais dans les 70, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, à mon avis. La première, c'est celle qui nous provient de l'American Psychiatric Association aux États-Unis. APA, comme je vais dire, pour ne pas scraper leur nom encore 2-3 fois. Là. APA, en fait, c'est la première organisation qui se sont penchées sur OK, on va venir outiller nos cliniciens. Pourquoi? Mais parce que c'était les psychiatres aux États-Unis qui se faisaient bombarder de questions initialement. La santé mentale dans le App Store, c'est très, très, très présent. Le stress, l'anxiété, l'insomnie, tout ce qui est la tranche santé mentale, c'est super présent. De sorte que là, les psychiatres se faisaient poser 1 million de questions. Et là, ils ont dit, OK, nous, on va en développer une technique pour analyser les applications. Et donc, en 2011, on fait pareil pour la première fois. Ici, aujourd'hui, vous allez sur le site de l'American Psychiatric Association, vous allez pouvoir voir quelques applications qui ont été révisées et on va le faire ensemble dans quelques petites secondes. Je vais juste vous en montrer 2 autres avant. Il y a une autre qui est très intéressante aussi qui s'appelle Mind. Mind, en fait, ont analysé plusieurs applications. Je vais vous le montrer dans quelques petits instants. Et on vous offre la possibilité, si vous voulez, d'analyser des applications également. Donc, eux, ce qu'on appelle en anglais du crowdsourcing, donc vous permettent à la population générale de dire Hey, cette application-là, moi, je la trouve bonne à cause de X, Y, Z. Donc, bien entendu, ce ne sont pas des champs ouverts comme ce que je viens de décrire, c'est vraiment 105 critères qu'on doit cocher en tant que réviseur. Et après les 105 critères, on va être à mesure de dire OK, cette application-là, elle est bonne ou pas. Donc, je vais aller vous montrer, je vais m'enlever de la présentation comme celle-là. Donc, on va commencer par Mind. Et le but, c'est juste de susciter quelques réflexions chez vous. Et si vous avez des questions, ensuite, on les garde pour la fin, bien entendu, là, mais ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc, Mind, ça ressemble à ça. Le site web est dans les slides, dans les diapositives. Si vous cliquez en bas à droite, vous allez pouvoir vous rendre exactement où je suis en ce moment. Donc, si je dis, je veux une application qui me permet de suivre mon sommeil, donc je clique ici sur Track Sleep. Et voilà.
Ah, parfait. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, une application, par exemple, qui nous vient de Veteran Affairs. Donc, c'est le gouvernement américain qui a la division des vétérans qui ont développé une application qui s'appelle CBT eCoach. L'objectif de cette application-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse, entre les interventions excusez, j'ai une poule qui essaie de rentrer à l'intérieur. Donc, je suis vraiment désolé. Si vous entendez du bruit, c'est à cause de ça. Elle pense que la vitre n'existe pas. Donc, CBTI Coach, la manière ça fonctionne, c'est qu'on on a le gouvernement américain qui a essayé de faire en sorte que nos vétérans, leurs vétérans, puissent avoir un outil auquel se référer entre les interventions d'un psychologue. Ça a été publié pour la première fois il y a plusieurs années et on se rend compte ici qu'en cliquant, on est capable d'avoir les informations que le réviseur nous a fournies pour nous dire c'est-tu une bonne app, c'est-tu pas une bonne application. On est même en mesure de comparer comment CBTI Coach justement se compare par rapport à d'autres applications. Et si je glisse vers la droite ici, là, je ne vais pas vous donner la nausée, là, mais vous voyez tous les points de données qui sont analysés par les réviseurs. Donc, ça peut être relativement difficile de rapidement se faire un œil sur c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, là? Ce qui est souvent ce qui nous intéresse, mais c'est quelque chose qui existe, sachez-le. APA, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc on a environ 27 applications qui ont été analysées. Donc, mettons qu'on va voir celle-là, SuperReader. Donc, ça a été évalué malheureusement il y a déjà presque un an. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a déjà des mises à jour depuis ce temps-là, mais quand même, on est capable d'avoir de l'information sur c'est qui a développé cette application-là, c'est le gouvernement, c'est une entreprise privée, comment l'application fait pour faire des sous. Est-ce qu'elle vend les données des patients? Est-ce qu'il y a une version gratuite et payante? Donc, toutes les choses que vous voulez savoir probablement avant de recommander une application, c'est toutes des choses que vous voyez ici. Chez Therapix, nous, puis je ne veux pas que ce soit un infopub, au contraire, je veux juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble également. Donc, si on va dans l'application Clou, à laquelle je faisais référence un peu plus tôt en présentation, qui se veut l'application contraceptive là, qui a été recommandée, qui a reçu l'accréditation de la FDA. Donc, si je clique ici, on est en mesure de faire en sorte qu'on puisse aller voir la description, on peut aller voir puis je vais juste prendre quelques instants pour vous montrer les points qu'on analyse parce que c'est un peu ce que je veux vous garder en tête de cette conférence-là, c'est comment on fait pour savoir qu'une app est bonne ou pas. D'abord, une app, qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit utilisée par le patient. Donc, à quel point elle est conviviale, cette application-là, ça, c'est le point que vous voyez ici. Donc, on va aller regarder, est-ce qu'elle est simple à utiliser? Est-ce qu'un patient plus âgé pourrait l'utiliser? Dans le cas de Clou, c'est peut-être un petit peu moins pertinent. Une application, par exemple, en hypertension, est-ce que notre patient qui, oui, a un téléphone intelligent, oui, a un bracelet intelligent à la maison, mais est-ce qu'il va être en mesure de l'utiliser concrètement? Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on va venir regarder ici à l'intérieur. Les évidences cliniques, est-ce qu'on a des applications qui ont des études? Oui, il y en a plusieurs, il y en a de plus en plus. En 2018, quand on a commencé, il y en avait eu 500 études environ qui avaient été faites. Depuis, en 2020, il y a environ 7000 études qui sont parues dans Clinical Trials. Donc, beaucoup d'études sur les applications et c'est vraiment en exponentiel en ce moment. Donc, si je clique ici, je suis capable de me rendre directement dans le papier pour voir, OK, c'était quoi ce papier-là? Est-ce que c'est juste un papier sur la faisabilité d'étudier une application ou au contraire, c'est quelque chose qui a prouvé que c'était efficace avec un Pearl Index? Je rappelle que le Pearl Index, c'est la façon qu'on regarde si une méthode contraceptive est efficace. C'est l'unité qu'on utilise également pour comparer deux méthodes contraceptives ensemble. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit publiées dans les études, bien entendu. Ensuite, on va venir regarder, c'est la sécurité. J'aurais dû commencer avec ça. En fait, c'est dans notre profession, c'est vraiment notre chéri. On essaie de ne pas nuire à notre patient, bien entendu, d'abord et avant tout. Donc, la sécurité de notre patient, c'est super important. Est-ce qu'on a une politique de confidentialité qui fait la job? Est-ce qu'on a des données qui sont envoyées vers les États-Unis? Est-ce que tout est sécurisé? Donc, nous, c'est une analyse qu'on fait, bien entendu, avec nos chercheurs à l'intérieur de notre organisation. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez voir ici. Et finalement, la composante économique, comment ça vaut? Est-ce qu'il y a des assureurs qui le remboursent? Excusez-moi. Donc, sachez qu'il y a des assureurs canadiens
qui remboursent des applications, les assureurs qui sont privés encore. Donc, il n'y a pas de provinces qui ont commencé à rembourser des applications, mais notamment un Green Shield Canada qui ont commencé à rembourser des applications pour la gestion de la douleur chronique. Donc, une application qui s'appelle Manage My Pain. Ça, c'est un exemple parmi 30 d'autres. Donc, nous, on a répertorié chacun des formulaires de ces assureurs-là en termes d'application, puis on va venir l'indiquer tout simplement à l'intérieur. Donc, vraiment, on essaie d'avoir quelque chose qui soit relativement complet pour faire en sorte que nous, on espère, ça ressemble à un Vigilance Santé, un RX Vigilance, mais pour les applications. Donc, un autre exemple pour la migraine, moi, c'est quelque chose que je recommande vraiment beaucoup à mes patients. Donc, on sait que de suivre la migraine, comme probablement certains migraineux que vous suivez font, excusez-moi. Donc, ça nous permet d'identifier les déclencheurs puis de s'en éloigner. Donc, Migraine Body puis celle-ci, Mood Tracker, à l'intérieur, permettent d'avoir une certaine gestion suivi des symptômes de la migraine. Puis pourquoi je sais ça, en fait, c'est qu'en haut, je ne voulais pas montrer, puis j'aurais dû vous montrer, c'est qu'on est capable de faire une recherche dans cette bibliothèque-là en fonction des conditions de santé. Donc, mettons, pour l'anxiété, montre-moi toutes les applications qui sont pertinentes. Puis ensuite de ça, je suis capable de faire de la comparaison. Moi, je suis capable de dire, OK, cette application-là ici, par exemple, avec celle-là, c'est laquelle la meilleure? Donc, je suis capable d'avoir un comparatif vraiment côte à côte de quand est-ce que je peux l'utiliser, laquelle a des études. Et ensuite de ça, puis ça, je ne l'ai pas mentionné encore, mais les verbales, de juste mentionner à votre patient, vous devriez télécharger cette application-là. Il y a une étude hyper bien faite qui a montré que c'est environ 7% des patients qui vont la trouver, l'application. L'App Store, c'est très, très, très difficile de faire des recherches à l'intérieur de ça et les noms se ressemblent tous. On n'a pas le choix, il y en a 170 000 au Canada. Donc, souvent, c'est une lettre majuscule, c'est un point, c'est un tiret qui va distinguer deux applications. Et donc, nous, on permet de faire un envoi par SMS. Donc, il y a d'autres bibliothèques comme ça qui permettent aussi. Donc, vous demandez le numéro de cellulaire de votre patiente ou de votre patient, vous lui envoyez un petit lien de téléchargement tout simplement et ils sont en mesure de télécharger l'application quand ils sont rendus à la maison. Et ce qui est intéressant pour les pharmaciens qui sont avec nous, j'étais ce matin avec une équipe de pharmaciens pour parler de la loi 31. Sachez que tout ce qui est suivi, qui nécessite d'avoir une certaine cueillette de données. Beaucoup d'applications permettent de faire en sorte qu'on puisse avoir une prédigestion que j'appelle des données que notre patient va avoir colligées. Et pour faire un beau parallèle avec le petit calepin, moi, quand je travaillais en pharmacie comme étudiant surtout, le patient avec qui on venait de s'entretenir avec un nouveau diagnostic d'hypertension, de diabète, on lui sortait un beau petit calepin, c'était grand comme ça, pour lui dire prends des valeurs là-dessus, puis ramène-moi ça la prochaine fois qu'on va se voir. Et le problème avec ça, c'est que quand ça arrive, il faut faire une analyse et regarder un peu les tendances. Et il y a beaucoup d'applications qui nous permettent de faire en sorte qu'on puisse, d'un coup d'œil, puisse voir, OK, le plus haut, c'était ça, le plus bas, c'était ça, la moyenne, c'était ça, la moyenne haute, c'était ça. Donc, gardons en tête qu'on est en mesure d'avoir une certaine analyse faite par l'outil, un envoi également vers le clinicien pour faire en sorte que quand votre patient arrive devant vous, vous soyez déjà prêt, vous ayez déjà une bonne idée de ce que vous voulez faire comme intervention. Je vous en montre un petit dernier pour l'hypertension. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, il y a des applications qui, par exemple, on sait la diète DASH en hypertension, mais chez certains de nos patients, ça va avoir un impact majeur. Expliquez à votre patient hypertendu, jour 1, qui doit prendre ses tensions artérielles X, Y, Z avec cet outil-là, qui devrait diminuer le sel, augmenter les fruits et légumes, les grains entiers, faire en sorte de faire un petit peu plus d'exercice. À un moment donné, on dit toujours, là, les patients se rappellent environ 10 qu'est-ce qu'on mentionne. Et c'est d'autant plus vrai quand on vient juste de recevoir un diagnostic qui risque de se coller à nous pour le reste de nos jours. Et donc, des applications comme celle-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme je le mentionnais tout à l'heure, entre les rendez-vous, ça permet d'avoir une base de données, de l'information à l'intérieur et un endroit où colliger les informations avec, par exemple, un moniteur qui peut être branché par Bluetooth, qui va vraiment venir se synchroniser avec l'application et faire en sorte que quand le patient arrive pour vous voir lors du prochain rendez-vous, il peut juste vous montrer son téléphone puis vous allez voir tout de suite si vous devez faire un ajustement de sa médication ou non. Je retourne aux diapositives. Probablement que ça a soulevé plusieurs questions. Il nous reste quelques diapositives, puis après ça, on va pouvoir répondre. Donc, je vais juste faire affichage, lire. Parfait. Donc,
pendant une pandémie, en plus, si on a une nouvelle option thérapeutique, une nouvelle section d'options thérapeutiques comme ça fait beaucoup. Ça, je suis très d'accord avec vous. On a déjà 1 million de nouvelles affaires à penser, des choses qu'on ne pensait pas qu'un jour on serait obligé d'avoir en tête. Ceci dit, par expérience, je me rends compte qu'il y a beaucoup de nos patients qui, de toute façon, le font, l'utilisent, les applications, ne savent pas si l'application qu'elles utilisent ou qu'elles utilisent, elle est bonne. Donc, il y a probablement, juste pour le fait de vous informer, de maintenant savoir que ça existe, que un patient sur 3 environ au Québec l'utilise en ce moment, mais déjà, vous allez être en mesure d'avoir un discours avec vos patients. Et la plupart des gens qui utilisent le dictionnaire ou un des dictionnaires ou des bibliothèques que j'ai présentés vont le faire plutôt de façon réactive. Le patient va faire « Hey, j'ai une question par rapport à ça. » Attends un petit peu, on va aller voir ensemble sur la bibliothèque de APA, par exemple, la bibliothèque de Main avant. Donc, on va aller regarder, ça fait tout du sens, ça ne fait pas du sens. Oh, attends, fais attention, cette application-là, il y a un partage des données vers les États-Unis. Donc, c'est toutes des choses qui, en fait, nous permettent d'avoir une réponse à cette fameuse question, est-ce que ça fait du sens pour moi d'utiliser cette application? Donc, la gestion des maladies chroniques, ça, à mon avis, c'est une pratique qui est un petit peu plus avancée, mais c'est la théorie des petits pas. Là. Moi, au début, je n'étais pas certain non plus. Je m'intéressais beaucoup au sujet, mais j'étais là pour mon patient anxieux de prescrire une application de pleine conscience ou en anglais de mindfulness. Je n'ai pas vu ça à l'école. Ça fait-tu du sens? Puis effectivement, quand on lit les papiers, on se rend compte que ça peut être quelque chose qu'on peut venir adjoindre à notre thérapie. Et le feedback que j'ai de ces patients-là, c'est que ça les aide beaucoup, beaucoup. Ça vient aussi compenser pour le fait que, mettons, en anxiété ou en dépression, ça peut prendre plusieurs semaines avant que l'effet se fasse sentir. Donc, ils se sentent déjà dans l'action. Ils ne sont pas passifs à, bon, ça risque de prendre 2 à 4 semaines avant que ça fasse effet. Non, ils sont déjà dans l'action. Puis ça aide vraiment, vraiment beaucoup pour la relation thérapeutique. Pardon. Les mesures non pharmacologiques, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est la plupart des applications qui ont une visée thérapeutique ou interventionniste, c'est un peu des mesures non pharmacologiques, mais sur les stéroïdes, en fait, parce qu'il y a une composante numérique. Donc, la diète DASH, ça fait longtemps qu'on en parle aux patients, mais là, on a une application qui nous permet de venir avoir un système de rappel pour nos patients de l'information entre les consultations. La thérapie cognitivo-comportementale, ça fait des années qu'on l'étudie et qu'on l'a assez efficace dans plusieurs conditions. Mais là, maintenant, on a une application qui nous permet aux patients de le faire de façon autonome entre les rendez-vous. Donc, ça, c'est des choses qui sont super intéressantes et qui sont même adoptées par, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le programme québécois pour les troubles mentaux de l'auto-soin à la psychothérapie, le PQPTM pour les intimes. Le PQPTM, c'est en train d'être mis en place au Québec. Puis, ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que c'est l'approche par palier, que ce soit au Québec ou même à travers le Canada, dans plusieurs provinces, c'est vraiment l'approche qui est prônée en santé mentale. Donc, si on est capable d'avoir un outil d'auto-soin initialement pour que le patient l'essaye, pour faire en sorte que le patient qui se rende en psychothérapie, que ce soit un patient qui a déjà essayé toutes les autres options moins intensives, moins chères pour le public. Donc, ça, c'est vraiment l'approche qui est promue et vraiment les applications mobiles, que ce soit au Québec ou que ce soit, par exemple, dans les Maritimes. Donc, c'est ce que les provinces font. Donc, ça, c'est à garder en tête. Et souvent, puis ça, même pour moi, là, je n'ai pas peur de le dire, c'est vraiment de façon personnelle qu'on va faire le premier test. Souvent, on va dire, bon, il me semble qu'une application pour diminuer le stress en ce moment, ça ne me ferait pas de tort, moi non plus. Puis on va aller en essayer une. Puis c'est vraiment comme ça. La plupart des pharmaciens ou des médecins avec qui j'ai cette discussion-là, souvent c'est ça, c'est que ben, moi, Headspace, là, ça faisait 6 semaines que je l'essayais, puis je me sentais mieux. J'ai commencé à en parler à mes patients. Puis c'est bien correct comme ça. Que le méthotrexate, c'est plus gênant de l'essayer avant de le prescrire à ses patients, mais pour une application comme celle-là, c'est pas parce que c'est pas efficace. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est accessible. C'est vraiment ça que je veux garder en tête. Vous avez probablement tous un téléphone intelligent. Vous avez tous accès à ces outils-là. Donc, c'est de l'essayer pour vous initialement. Puis si vous voyez que ça vous fait un grand bien, ça risque de le faire aussi pour certains de vos patients. Donc, mon petit constat à la fin comme ça, c'est d'abord de se rendre compte qu'il n'y a pas de meilleures applications. Comme ça aurait pu être une présentation relativement courte. Hein. Voici le top 1
en diabète. Voici le top 1 en insomnie. Malheureusement, ça n'existe pas. Puis ça, c'est la question que je reçois le plus souvent. Mettons que tu avais une app. Non, ça n'existe pas, ça, la meilleure application. Pourquoi? Parce que le succès, en fait, de votre recommandation d'un outil numérique en santé dépend du match, de l'appariement entre un bon patient avec la bonne application. Un patient qui, malheureusement, a un niveau de littératie numérique qu'on appelle, là, il n'est pas trop à l'aise avec les technologies, mais vous devez prescrire une application qui cadre avec sa capacité à employer un outil numérique. S'il ne parle pas en anglais, puis l'application est juste disponible en anglais, aussi, il y a un Android, puis l'application est juste disponible sur le iOS, donc sur un iPhone. Toutes des choses qu'on n'est pas habitué d'avoir comme raisonnement, comme professionnel de la santé, mais c'est avec la nouvelle section, disons, d'art thérapeutique que j'ai mentionnée aujourd'hui, ce genre de questions qu'on doit se poser et d'avoir une bibliothèque d'applications comme celle que j'ai décrite ce soir, là, ça devient indispensable, en fait. Il faut qu'on ait quelque chose pour nous dire, OK, mon patient, il prend X, Y, Z, voici l'application que je devrais lui recommander. Et ça, toutes les bibliothèques que je vous ai montrées ce soir permettent, avec un système de filtre, d'arriver à la conclusion que je viens de décrire. Donc, ça semble bien compliqué parce que j'en ai parlé pendant 45 minutes, là, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Puis comme je vous le disais, souvent, c'est de commencer avec soi, de l'essayer et vraiment de voir à quoi ça ressemble. Puis souvent, vous allez être, à mon avis, là, puis avec le feedback que je reçois de certains professionnels de la santé, on devient agréablement surpris et ensuite de ça, on est moins gêné d'en parler avec des patients et surtout de répondre à leurs questions. Donc, je voulais terminer avec, vous avez vu ça ici, là, il y en a deux de ces captures d'écran-là, pardon, que vous avez déjà vues. Celle en bas à droite, c'est les gens de l'Allemagne. Je vous ai dit que plus proche un petit peu du Japon, il y a quelque chose qui s'est passé récemment. En fait, c'est en Allemagne que ça s'est passé. C'est que le gouvernement allemand a lancé une bibliothèque d'applications dans laquelle il y a 10 applications qui sont remboursées par le public. Elles doivent être obligatoirement prescrites par un professionnel de la santé. Et à la seconde où est-ce que le professionnel a fait comme ce patient-là mérite ou doit utiliser cette application-là, bien, le gouvernement la rembourse. Au même titre qu'un médicament, il y en a pour la réadaptation physique, il y en a pour l'insomnie, il y en a pour les douleurs menstruelles, il y en a pour l'anxiété, la dépression. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et à mon avis, ce n'est pas un cas isolé. En ce moment, c'en est un, mais dans le futur, il va y avoir d'autres juridictions comme l'Allemagne qui risquent d'adopter quelque chose de similaire parce qu'il y a des études qui prouvent que c'est efficace pour nos patients, puis surtout, c'est efficace d'un point de vue monétaire également. Donc, tout ce que j'ai dit là, moi, je ne suis pas sorti ça d'un chapeau puis de lire sur Google. Là. En fait, on a beaucoup d'efforts de recherche qui sont faits en ce moment, notamment avec des professeurs de l'Université Laval. On a un projet pilote en ce moment qui va commencer avec Lynn Guénette. Excusez-moi. Avec Lynn Guénette, pardon, à l'Université Laval, dans lequel on va venir analyser le fait de prescrire en tant que pharmacien, de prescrire une application à un patient d'adhésion médicamenteuse, à quel point ça peut avoir un impact sur l'adhésion thérapeutique, bien entendu, de nos patients. On est en phase de recrutement, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de participer à ça, je vous invite à communiquer avec moi à ce moment-là. On a un projet pilote également avec le Centre de prévention du suicide. Ces intervenants-là, soit des TS, des sexologues, des infirmières parfois, qui reçoivent des appels de gens en détresse. Donc, nous, on leur a fourni la bibliothèque des applications en santé mentale pour voir à les routiers, nos patients, à recommander, lorsque c'est pertinent, bien entendu, hein, quand c'est un patient en pleine détresse, ça l'est moins. Mais pour certains patients, notamment des appelants récurrents ou réguliers, mais on va venir leur fournir un outil pour essayer de venir mieux les accompagner entre les appels, puis faire peut-être en sorte que ces appels soient moins fréquents. Donc, ça, c'est un projet pilote en lien avec la COVID-19. Et un autre projet, ici, cette fois-ci, avec les gens de AgeWell et de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'emploi de données issues de la vraie vie à des fins d'amélioration de recommandations. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut voir par l'entremise de ce projet-là, c'est regarder si on est capable d'avoir la donnée, à savoir si le patient s'est amélioré, notamment au niveau de la dépression, par exemple. Donc, un médecin prescrit un app chez notre patient, on lui fait passer un PHQ-9 au moment zéro, à jour zéro, on lui en fait passer un nouveau quelques semaines plus tard, et on fait comme, oh, OK, pour les patients de 65 ans et plus, voici l'application qu'on devrait recommander au Québec sur la base de données issues de la vraie vie.
Donc ça, c'est un projet de très longue haleine, on se comprend, qui implique une certaine forme d'intelligence artificielle, mais c'est ça sur quoi on travaille notamment en ce moment. Voici mes références. Il reste 10 minutes et je vais pouvoir tousser en mettant ça sur mute. Ce ne sera pas très long. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que tu tousses, c'est peut-être la poule tantôt qui fait que tu tousses, des plumes de poule, non, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas elle est où, mais ouais, je suis vraiment désolé. Elle me déconcentré un petit peu. Ben oui, on a eu quelques questions. En fait, les premières applications que tu as présentées, une question par rapport à ce qu'il y en a qui sont disponibles en français, parce que c'est tout en anglais. Tu l'as bien dit tantôt, si le patient ne parle pas anglais et qu'il y a juste l'apps en anglais, c'est peut-être pas une bonne idée de suggérer cette application-là. Exact. C'est une très bonne question. Donc, mettons, si j'enlève, je vais juste vous montrer à peu près les données. Là, mettons, on a 1550 applications ici. Et si je dis en français, on est environ 510. Donc, on a environ le tiers des applications qui sont très intéressantes au Canada, qui sont disponibles pour nos patients francophones. OK, parfait. Il y avait une autre question, ça ne sera pas bien long. À quelle fréquence environ les librairies d'applications sont mises à jour? Parce que la personne mentionne qu'environ un an, il y avait eu une certaine controverse avec une application, BetterHelp. Je crois qu'elle écrit déjà après qu'elle a été évaluée. Oui, donc ça, c'est à mon avis, c'est l'enjeu principal qu'on voit en ce moment. Pour vous faire un petit topo super rapide, là, jadis, en 2009, il y a eu quelque chose qui a été mis sur Internet qui s'appelait Aptic. Aptic, c'était une librairie d'applications révisées. Ça se voulait très, très, très intéressant comme approche. En fait, c'est ce que je viens de décrire. Et le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés à suivre la cadence des mises à jour, de sorte que c'était impossible de se faire une tête sur c'est quoi la valeur de l'application que j'ai devant moi. Donc, la majorité des bibliothèques d'applications vont faire un suivi régulier des mises à jour. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on a un petit robot qui, à tous les jours, se promène sur les App Store. Il va faire « Oh, il y a une mise à jour ». On va nous en informer. On va regarder c'est quoi la mise à jour. Si on trouve que c'est une mise à jour qui en vaut la peine, notamment si ça a changé l'apparence de l'application, le contenu, le but de l'application, des fois, il y a des refontes complètes de l'application. Là, à ce moment-là, on va la réviser de nouveau. Puis quand on parle de réviser, nous, c'est un travail conjoint. En fait, on a une diade, là. On a un chercheur, quelqu'un qui va vraiment aller chercher les informations, les études, des trucs comme ça. Et ensuite de ça, on a un clinicien. On a 26 cliniciens associés à notre organisation, des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des psychologues, des dentistes même, parce qu'il y a des applications en santé bucco-dentaire. Et vraiment, en fonction de leur expertise, vont venir analyser l'application, nous dire, moi, là, ça fait du sens pour mes patients à cause de X, Y, Z. Et c'est vraiment l'information qu'on va partager dans la bibliothèque. Je pense que les autres questions avaient été répondues. Dans lequel domaine existe-t-il le plus de thérapie numérique? Bonne question. Donc, à mon avis, le pipeline, là, ce qui s'en vient, c'est très santé mentale. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient complètement à gauche, qui, avec la pandémie, ont vu en fait qu'il y avait un besoin énorme et qu'il y avait une ouverture également des payeurs. Je pense notamment à des entreprises qui ont été achetées récemment au Canada par des assureurs privés qui offraient la psychothérapie, par exemple. Donc, ce qui s'en vient beaucoup, 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 là, c'est anxiété-dépression. Ça, il va en avoir. Là. On a beaucoup d'études qui nous proviennent des pharmaceutiques également. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Les pharmaceutiques ont investi massivement depuis environ 3 ans dans les thérapies numériques et il y a des choses hyper intéressantes qui s'en viennent, notamment dans l'étude de phase 3, il y a un logiciel et un médicament. Donc, l'exemple le plus concret, là, c'est Novartis. En sclérose en plaques, il y a une molécule qui est siponimod. Elle est à l'étude en ce moment et peut-être même qu'elle est sortie, mais il y a une étude aussi avec un logiciel qui, lorsqu'il est prescrit avec siponimod, va venir plus se charger de toute la composante psychosociale de la maladie. Puis ce qui est intéressant avec la sclérose en plaques, c'est qu'on se rend compte que quand cette composante-là ne va pas bien, la composante motrice ne fonctionne pas non plus. Donc, il y a une détérioration de la composante motrice quand le psychosocial ne va pas bien. Et donc, c'est là que ça devient super intéressant de venir avec deux options thérapeutiques
qui vont venir se combiner pour se potentialiser. Donc, ça c'est clairement santé mentale qui a le plus d'applications en ce moment. Puis, tu sais, mettons, demain matin, je veux commencer à mettre ça en pratique demain matin, mettons, ça serait en 2-3 étapes. C'est comment que je peux faire ça, commencer à prescrire des thérapies numériques comme ça, comme pharmacien, comme infirmière ou n'importe quel professionnel de la santé. Là, mettons, j'ai un plan de match, un matin, je fais ça comment? Je me dis, est-ce que tu me suggères de commencer? OK, je commence avec justement la santé mentale parce que c'est mon dada ou est-ce que tu me suggérerais plus de spotter tel type de patient? En tout cas, bref, comment tu nous suggérerais de commencer ça? Très bonne question. Donc, très concret, là, moi, où est-ce que j'ai commencé personnellement? Où est-ce que je recommande aux gens qui me posent la question de commencer par où? Là? Moi, je dis de commencer en insomnie. Pourquoi en insomnie? Parce que d'abord, ben, il y en a des applications. J'ai parlé de CBTI Coach qui peuvent être utilisés également en insomnie, pas juste en anxiété et dépression. Et il y a un Canadien sur 4 qui souffre d'insomnie. Vos patients souffrent d'insomnie. Puis là, qu'est-ce qu'on a à offrir à ces patients-là? Là? C'est un ticket là, vers une potentielle dépendance. On parle de benzodiazépine, on leur donne, puis 6 semaines après, on essaie de tirer dessus pour leur enlever. On fait des sevrages progressifs. Donc, si vous avez des patients qui souffrent en ce moment d'insomnie, puis qui ont un intérêt pour essayer autre chose, là, ou si même vous voulez d'emblée proposer quelque chose d'autre, mais je vous invite à aller consulter une des 3 bibliothèques que j'ai mentionnées. Celle de Thérapix, elle a un accès gratuit également. Donc, ça ne se veut pas un infopub, là, mais vraiment, soit Mind, soit APA. Il y a également de l'information sur l'insomnie ou celle de Thérapix. Allez voir, il y en a de l'application. Il y en a des excessivement bonnes. Puis surtout, vos patients, en ce moment, ils sont un petit peu mal foutus, on va se le dire. Là. Ils n'ont pas accès à la psychothérapie. Ils sont sur Zopiclone. Il y en a plusieurs qui aimeraient ça l'arrêter, mais qui ne se sentent pas comme. Ils ne sentent pas l'effort, en fait, il semble trop grand pour eux. Donc, de fournir la thérapie cognitivo-comportementale ou un stimuli, thérapie cognitivo-comportementale par l'entremise d'une application, à mon avis, ça fait excessivement de sens. Puis, est-ce que tu aurais une suggestion justement d'application? Mettons, si on regarde avec Thérapix, je voudrais avoir une application d'insomnie, mais en français, mettons. Oui. Donc, on en a 68. On en a qui sont très, très chers et on en a qui sont gratuites, bien entendu. Pas tous nos patients qui veulent payer 500 $ pour une application. J'ai parlé de Sleepio tout à l'heure, donc je ne vais pas aller dans les 5 pages là, parce que je vais vous donner la nausée. Mais Sleepio, ça, c'est, à mon avis, c'est le go-to quand on parle d'insomnie au Canada. Une application qui, pour tous les Londoniens depuis 2018, est remboursée. Au Canada, malheureusement, on n'a pas de remboursement encore. Donc, ça, c'est environ 200 $. C'est un programme de 12 semaines ou de 6 semaines. Et c'est cette application-là qui a environ 35 papiers de publiés et qui a un effet résiduel. Donc, après qu'on a arrêté, les patients, ils n'ont pas à aller sur leur téléphone avant de se coucher, bien entendu. Hein. Ça n'aide pas pour l'insomnie pendant le reste de leur jour. Donc, mais vous voyez, là, ici, il y en a plein. On pourrait faire un comparatif. Mettons Brief ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui l'adorent. Donc, à l'intérieur, vous avez toutes les informations. Il y a 11 langues qui sont supportées par cette application-là. Donc, les évidences cliniques, il n'y en a aucune, malheureusement. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Ceci dit, le feedback qu'on a des patients qui l'utilisent, c'est que ça a l'air de fonctionner. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Puis, dans le fond, ce site-là, est-ce que c'est seulement pour les professionnels de la santé ou si, exemple, on pourrait dire aux patients d'aller voir sur le site pour se trouver une application? C'est une question sur le chat. C'est une très, très bonne question. Donc, en ce moment, sur la plateforme que je vous montre en ce moment, là, elle est créée spécialement pour les professionnels de la santé. L'objectif, ce n'était pas de générer nécessairement beaucoup plus de questions pour les professionnels qui n'ont pas accès à l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on l'a créé pour les professionnels de la santé. Ceci dit, on a mis en ligne un outil qui peut être partagé par les patients. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, puis je vais le mettre dans le chat après, c'est que c'est le patient qui va venir choisir ses critères. Donc, je l'ai montré là, tout à l'heure, les critères, là, donc français, iPhone, pour l'anxiété. Ça, on va envoyer le lien à notre patient et c'est le patient qui va dire OK, puis je pense que je vais vous montrer tout de suite. Là. Moi, je veux ça ici, je veux ça ici, je veux ça ici. Et à la fin, on lui fournit c'est quoi l'outil le plus pertinent pour lui au Canada en ce moment. Donc, c'est un outil, en fait, c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec le gouvernement, avec le M3S,
dans les centres de prévention du suicide. Donc, vous voyez, pour les deux conditions, on ne l'a pas mis pour dépression, pour diabète, pardon, hypertension, contraception, suivi de la fertilité. On a mis pour ce qui est le plus pertinent en ce moment pour les patients. Et comme vous pouvez voir dans l'adresse en haut, c'est covid19.therapix.com. Et donc, si vous vous sentez plus ou moins à l'aise de faire ce travail-là de dépoussiérage, qu'on pourrait dire, là, mais au moins recommander cette plateforme-là. Puis à la fin, on voit vraiment, si vous avez encore une minute, là, je vais juste vous le montrer pour que vous puissiez en avoir vraiment un exemple très concret. Donc, je parle français, j'ai un iPhone, j'ai 25 à 34, je viens de le dire, Québec. Et ici, je peux passer, vu que j'ai parlé de dépression de mémoire sur laquelle j'ai cliqué, je peux passer un PHQ-9. Pourquoi on a décidé d'ajouter ça? C'est qu'on n'est pas dupe. Hein? Le patient qui a une dépression majeure, une monothérapie avec un app, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, pour ajouter un petit peu un niveau de sécurité à notre système, on s'est assuré que, bien entendu, il peut le sauter, là, cette étape-là, mais s'il nous dit que, par exemple, ça ne va vraiment pas bien en ce moment, mais on ne le fera pas tout simplement fermer les yeux, puis voici la meilleure application pour vous. Donc, on peut faire passer un PHQ-9. Le PHQ-9 qui a été utilisé également pour faire des suivis dans les semaines qui ont suivi et qui nous a permis de trouver que cette plateforme-là faisait en sorte que beaucoup de patients diminuaient leur PHQ-9 ou leur GAT-7 en anxiété en début de pandémie. Ça, c'était super intéressant. Donc, ici, on m'avertit, faites attention, ça ne remplace pas la vie d'un professionnel de la santé. Ceci dit, l'application qui, pour vous, fait le plus de sens en ce moment, c'est celle-là. Voici la description, voici la posologie fournie par le psychologue qui l'a recommandé. Et ici, si je fais partager ma location, ils vont me dire dans ma région en ce moment, c'est quoi les services qui s'offrent à moi au niveau communautaire pour ma dépression, mon anxiété. Nous, comme professionnel, on peut donner accès à, comme tu disais tantôt, à covid19.therapix.com, puis les gens vont pouvoir avoir accès à tout ça. C'est ça, exactement. Ils vont le faire de façon autonome, que ce soit à la maison, à tête reposée. On n'a pas besoin de faire ça nécessairement dans le cabinet, mais effectivement, les autres qui ont accès à tout ça. Ça, c'est gratuit. OK. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant qu'on termine. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Fait que comme tu l'as dit tantôt, c'est un peu une portion du nano-programme que tu es en train de préparer. Exact. Ça va commencer le 3 mai. Donc, c'est pour tous les professionnels en santé. Donc, ce n'est pas juste les pharmaciens, c'est tous ceux qui veulent intégrer les technologies de la santé, mais pas juste les applications. Non, exact. On parle vraiment, tu sais, le module 1, on parle du patient connecté parce que c'est le nouveau patient. Hein? C'est le patient qui utilise Internet, c'est le patient qui utilise des apps. On va venir le définir, voir comment on doit adapter notre approche, notre discours pour avoir une relation intéressante de part et d'autre. On a parlé, bien entendu, de thérapie numérique, de la télésanté, des soins à distance. C'est quoi les bonnes plateformes? C'est quoi les pièges à éviter? On va venir parler également d'un concept qui s'appelle la plateformisation des soins. Donc, le fait d'utiliser une plateforme pour venir retirer un intermédiaire dans la production de soins. Ici au Québec, au Canada, ça existe déjà, donc on en parle. On parle de l'éthique en lien avec la santé numérique. On parle de l'intelligence artificielle et, bien entendu, on parle de la sécurité. Donc, vraiment, je viens de mentionner les 7 modules. Ça risque d'être hyper intéressant. Je suis un peu vendu, là, mais c'est un peu la formation que j'aurais aimé avoir en 2018 quand j'ai commencé à faire mon parcours à travers l'Amérique du Nord à la recherche de formation. Et il a fallu qu'elle existe un petit peu avant, cette formation-là, mais là, je suis bien content de participer et de mettre l'épaule à la roue. Ben oui, puis je pense qu'effectivement, ça va être très pratico-pratique. Donc, pour les professionnels en pratique, tu vas vraiment développer des activités là, pour, dès le lendemain, ils vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont vu dans le cours. Exact.